René Guénon, l'erreur spirit. Première partie. Distinction et précision nécessaires. Chapitre 1. Définition du spiritisme. Puisque nous nous proposons de distinguer tout d'abord le spiritisme de diverses autres choses que l'on confond trop souvent avec lui, et qui en sont pourtant fort différentes, il est indispensable de commencer par le définir avec précision. À première vue, il semble que l'on puisse dire ceci. Le spiritisme consiste essentiellement à admettre la possibilité de communiquer avec les morts. C'est là ce qui le constitue proprement, ce sur quoi toutes les écoles spirites sont nécessairement d'accord, quelle que soit leur divergence théorique sur d'autres points plus ou moins importants, qu'elles regardent toujours comme secondaires par rapport à celui-là. Mais ce n'est pas suffisant. Le postulat fondamental du spiritisme, c'est que la communication avec les morts est non seulement une possibilité, mais un fait. Si on l'admet uniquement à titre de possibilité, on n'est pas vraiment spirit par là même. Il est vrai que, dans ce dernier cas, on s'interdit de réfuter d'une façon absolue la doctrine des spirites, ce qui est déjà grave. Comme nous aurons à le montrer par la suite, la communication avec les morts tels qu'ils l'entendent est une impossibilité pure et simple. Et ce n'est qu'ainsi que l'on peut couper court à toutes leurs prétentions d'une manière complète et définitive. En dehors de cette attitude, il ne saurait y avoir que des compromissions plus ou moins fâcheuses. Et quand on s'engage dans la voie des concessions et des accommodements, il est difficile de savoir où l'on s'arrêtera. Nous en avons la preuve dans ce qui est arrivé à certains théosophistes et occultistes, notamment, qui protesteraient énergiquement, et avec raison d'ailleurs, si on les traitait de spirites, mais qui, pour des raisons diverses, ont admis que la communication avec les morts pouvait avoir lieu réellement dans des cas plus ou moins rares et exceptionnels. Reconnaître cela, c'est en somme accorder aux spirites la vérité de leur hypothèse. Mais ceux-ci ne s'en contentent pas, et ce qu'ils prétendent, c'est que cette communication se produit d'une façon courante, en quelque sorte, dans toutes leurs séances, et non pas seulement une fois sur 100 ou sur 1000. Donc pour les spirites, il suffit de se placer dans certaines conditions pour que s'établisse la communication, qu'ils regardent ainsi non comme un fait extraordinaire, mais comme un fait normal et habituel. Et c'est là une précision qu'il convient de faire entrer dans la définition même du spiritisme. Il y a encore autre chose. Jusqu'ici, nous avons parlé de communication avec les morts d'une façon très vague. Mais maintenant, il importe de préciser que, pour les spirites, cette communication s'effectue par des moyens matériels. C'est là encore un élément qui est tout à fait essentiel pour distinguer le spiritisme de certaines autres conceptions, dans lesquelles on admet seulement des communications mentales, intuitives, une sorte d'inspiration. Les spirites les admettent bien aussi, sans doute, mais ce n'est pas à celles-ci qu'ils s'accordent la plus d'importance. Qu'ils accordent le plus d'importance. Nous discuterons ce point plus tard, et nous pouvons dire tout de suite que la véritable inspiration, que nous sommes fort loin de nier, a en réalité une toute autre source. Mais de telles conceptions sont certainement moins grossières que les conceptions proprement spirites, et les objections auxquelles elles donnent lieu sont d'un ordre quelque peu différent. Ce que nous regardons comme proprement spirite, c'est l'idée que les esprits agissent sur la matière, qu'ils produisent des phénomènes physiques, comme des déplacements d'objets, des coups frappés ou d'autres bruits variés, et ainsi de suite. Nous ne rappelons ici que les exemples les plus simples et les plus communs, qui sont aussi les plus caractéristiques. D'ailleurs, il convient d'ajouter que cette action sur la matière est supposée s'exercer non pas directement, mais par l'intermédiaire d'un être humain vivant, possédant des facultés spéciales et qui, en raison de ce rôle d'intermédiaire, est appelé médium. Il est difficile de définir exactement la nature du pouvoir médiumnique ou médianimique, et là-dessus les opinions varient.
Il semble qu'on le regarde le plus ordinairement comme étant d'ordre physiologique, ou si l'on veut, psychophysiologique. Remarquons dès maintenant que l'introduction de cet intermédiaire ne supprime pas les difficultés. Il ne semble pas au premier abord qu'il soit plus facile à un esprit d'agir immédiatement sur l'organisme d'un être vivant que sur un corps inanimé quelconque. Mais ici interviennent des considérations un peu plus complexes. Les esprits, en dépit de l'appellation qu'on leur donne, ne sont pas regardés comme des êtres purement immatériels. On prétend au contraire qu'ils sont revêtus d'une sorte d'enveloppe qui, tout en étant trop subtile pour être normalement perçue par les sens, n'en est pas moins un organisme matériel, un véritable corps, et que l'on désigne sous le nom plutôt barbare de périsprite. S'il en est ainsi, on peut se demander pourquoi cet organisme ne permet pas aux esprits d'agir directement sur n'importe quelle matière, et pourquoi il leur est nécessaire de recourir à un médium. Cela, à vrai dire, semble peu logique. Ou bien, si le périsprite est par lui-même incapable d'agir sur la matière sensible, il doit en être de même de l'élément correspondant qui existe dans le médium ou dans tout autre être vivant. Et alors cet élément ne sert à rien dans la production des phénomènes qu'il s'agit d'expliquer. Naturellement, nous nous contentons de signaler en passant ces difficultés qu'il appartient aux spirites de résoudre s'ils le peuvent. Il serait sans intérêt de poursuivre une discussion sur ces points spéciaux parce qu'il y a beaucoup mieux à dire contre le spiritisme. Et pour nous, ce n'est pas de cette façon que la question doit être posée. Cependant, nous croyons utile d'insister un peu sur la manière dont les spirites envisagent généralement la constitution de l'être humain et de dire tout de suite, de façon à écarter tout équivoque, ce que nous reprochons à cette conception. Les Occidentaux modernes ont l'habitude de concevoir le composé humain sous une forme aussi simplifiée et aussi réduite que possible, puisqu'ils ne le font consister qu'en deux éléments, dont l'un est le corps et dont l'autre est appelé indifféremment âme ou esprit. Nous disons les Occidentaux modernes parce qu'à la vérité, cette théorie dualiste ne s'est définitivement implantée que depuis Descartes. Nous ne pouvons entreprendre de faire ici un historique, même succinct, de cette question. Nous dirons seulement que, antérieurement, l'idée qu'on se faisait de l'âme et du corps ne comportait point cette complète opposition de nature qui rend leur union vraiment inexplicable. Et aussi qu'il y avait, même en Occident, des conceptions moins simplistes et plus rapprochées de celles des Orientaux, pour qui l'être humain est un ensemble beaucoup plus complexe. À plus forte raison, était-on loin de songer alors à ce dernier degré de simplification que représentent les théories matérialistes, plus récentes encore que toutes les autres, et d'après lesquelles l'homme n'est même plus du tout un composé, puisqu'il se réduit à un élément unique, le corps. Parmi les anciennes conceptions auxquelles nous venons de faire allusion, on en trouverait beaucoup sans remonter à l'Antiquité, et en allant seulement jusqu'au Moyen-Âge, qui envisage dans l'homme trois éléments, en distinguant l'âme et l'esprit. Il y a d'ailleurs un certain flottement dans l'emploi de ces deux termes, mais l'âme est le plus souvent l'élément moyen, auquel correspond en partie ce que quelques modernes ont appelé le principe vital, tandis que l'esprit seul est alors l'être véritable, permanent et impérissable. C'est cette conception ternaire que les occultistes, ou du moins la plupart d'entre eux, ont voulu rénover en y introduisant d'ailleurs une terminologie spéciale. Mais ils n'en ont pas compris le vrai sens. Ils lui ont enlevé toute portée par la manière fantaisiste dont ils se représentent les éléments de l'être humain. Ainsi, ils font de l'élément moyen un corps, le corps astral, qui ressemble singulièrement au périsprite des spirites. Toutes les théories de ce genre ont le tort de n'être au fond qu'une sorte de transposition des conceptions matérialistes. Ce néo-spiritualisme nous apparaît plutôt comme un matérialisme élargi. Et encore, cet élargissement même est-il quelque peu illusoire. Ce dont ces théories se rapprochent le plus, et où il faut probablement en chercher l'origine, ce sont les conceptions vitalistes,
qui réduisent l'élément moyen du composé humain au seul rôle de principe vital, et qui semblent ne l'admettre guère que pour expliquer que l'esprit puisse mouvoir le corps, problème insoluble dans l'hypothèse cartésienne. Le vitalisme, parce qu'il pose mal la question et parce que, n'étant en somme qu'une théorie de physiologiste, il se place à un point de vue fort spécial, donne prise à une objection des plus simples. Où l'on admet, comme Descartes, que la nature de l'esprit et celle du corps n'ont pas le moindre point de contact, et alors il n'est pas possible qu'il y ait entre eux un intermédiaire ou un moyen terme, ou l'on admet au contraire, comme les anciens, qu'ils ont une certaine affinité de nature, et alors l'intermédiaire devient inutile, car cette affinité suffit à expliquer que l'un puisse agir sur l'autre. Cette objection vaut contre le vitalisme et aussi contre les conceptions néo-spiritualistes, en tant qu'elles en procèdent et qu'elles adoptent son point de vue. Mais bien entendu, elle ne peut rien contre des conceptions qui envisagent les choses sous de tout autre rapport, qui sont fort antérieures au dualisme cartésien, donc entièrement étrangères aux préoccupations que celui-ci a créées, et qui regardent l'homme comme un être complexe pour répondre aussi exactement que possible à la réalité, non pour apporter une solution hypothétique à un problème artificiel. On peut d'ailleurs, à des points de vue divers, établir dans l'être humain un nombre plus ou moins grand de divisions et de subdivisions, sans que de semblables conceptions cessent pour cela d'être conciliables. L'essentiel est qu'on ne coupe pas cet être humain en deux moitiés qui semblent n'avoir aucun rapport entre elles, et qu'on ne cherche pas non plus à réunir après coup ces deux moitiés par un troisième terme, dont la nature, dans ces conditions, n'est même pas concevable. Nous pouvons maintenant revenir à la conception spirite qui est ternaire, puisqu'elle distingue l'esprit, le périsprite et le corps. En un sens, elle peut sembler supérieure à celle des philosophes modernes, en ce qu'elle admet un élément de plus, mais cette supériorité n'est qu'apparente, parce que la façon dont cet élément est envisagé ne correspond pas à la réalité. Nous reviendrons là-dessus par la suite, mais il est un autre point sur lequel, sans pouvoir le traiter complètement pour le moment, nous tenons à appeler dès maintenant l'attention, et ce point est celui-ci. Si la théorie spirite est déjà fort inexacte en ce qui concerne la constitution de l'homme pendant la vie, elle est entièrement fausse lorsqu'il s'agit de l'état de ce même homme après la mort. Nous touchons ici au fond même de la question, que nous entendons réserver pour plus tard. Mais nous pouvons, en deux mots, dire que l'erreur consiste surtout en ceci. D'après le spiritisme, il n'y aurait rien de changé par la mort, si ce n'est que le corps a disparu, ou plutôt a été séparé des deux autres éléments, qui restent unis l'un à l'autre comme précédemment. En d'autres termes, le mort ne différerait du vivant qu'en ce qu'il aurait un élément de moins, le corps. On comprendra sans peine qu'une telle conception soit nécessaire pour qu'on puisse admettre la communication entre les morts et les vivants, et aussi que la persistance du périsprite, élément matériel, soit non moins nécessaire pour que cette communication puisse avoir lieu par des moyens également matériels. Il y a entre ces divers points de la théorie un certain enchaînement. Mais ce que l'on comprend beaucoup moins bien, c'est que la présence d'un médium constitue, aux yeux des spirites, une condition indispensable pour la production des phénomènes. Nous ne voyons pas, nous le répétons, pourquoi, l'hypothèse spirite étant admise, un esprit agirait autrement, au moyen d'un périsprite étranger qu'au moyen du sien propre. Ou bien, si la mort modifie le périsprite de façon à lui enlever certaines possibilités d'action, la communication paraît bien compromise. Quoi qu'il en soit, les spirites insistent tellement sur le rôle du médium et y attachent une telle importance qu'on peut dire sans exagération qu'ils en font un des points fondamentaux de leur doctrine. Nous ne contestons nullement la réalité des facultés dites médiumniques, et notre critique ne porte que sur l'interprétation qu'en donnent les spirites.
D'ailleurs, des expérimentateurs qui ne sont point spirites ne voient aucun inconvénient à employer le mot de médiumnité, simplement pour se faire comprendre en se conformant à l'habitude reçue, et bien que ce mot n'ait plus alors sa raison d'être primitive. Nous continuerons donc à faire de même. D'un autre côté, quand nous disons que nous ne comprenons pas bien le rôle attribué au médium, nous voulons dire que c'est en nous plaçant au point de vue des spirites que nous ne le comprenons pas, du moins en dehors de certains cas déterminés. Sans doute, si un esprit veut accomplir telles actions particulières, s'il veut par exemple parler, il ne pourra le faire qu'en s'emparant des organes d'un homme vivant. Mais ce n'est plus la même chose lorsque le médium ne fait que prêter à l'esprit une certaine force plus ou moins difficile à définir, et à laquelle on a donné des dénominations variées. Force neurique, odique, ecténique et bien d'autres encore. Pour échapper aux objections que nous avons soulevées précédemment, il faut admettre que cette force ne fait pas partie intégrante du périsprit, et que, n'existant que dans l'être vivant, elle est plutôt de nature physiologique. Nous n'y contredisons pas, mais le périsprit, si périsprit il y a, doit se servir de cette force pour agir sur la matière sensible. Et alors, on peut se demander quelle est son utilité propre. Sans compter que l'introduction de ce nouvel intermédiaire est loin de simplifier la question. Enfin, il semble qu'il faille bien ou distinguer essentiellement le périsprit et la force neurique, ou nier purement et simplement le premier pour ne conserver que la seconde, ou renoncer à toute explication intelligible. De plus, si la force neurique suffit à rendre compte de tout, ce qui s'accorde mieux que toute autre supposition avec la théorie médiumnique, l'existence du périsprit n'apparaît plus que comme une hypothèse toute gratuite. Mais aucun spirit n'acceptera cette conclusion, d'autant plus que, à défaut de toute autre considération, elle rend déjà bien douteuse l'intervention des morts dans les phénomènes, qu'il paraît possible d'expliquer plus simplement par certaines propriétés plus ou moins exceptionnelles de l'être vivant. Du reste, au dire des spirites, ces propriétés n'ont rien d'anormal. Elles existent chez tout être humain, au moins à l'état latent. Ce qui est rare, c'est qu'elles atteignent un degré suffisant pour produire des phénomènes évidents. Et les médiums proprement dits sont les individus qui se trouvent dans ce dernier cas, que leur faculté se soit développée spontanément ou par l'effet d'un entraînement spécial. Encore cette rareté n'est-elle que relative. Maintenant, il est encore un dernier point sur lequel nous jugeons utile d'insister. Lorsqu'on parle de communiquer avec les morts, on emploie une expression dont bien des gens, à commencer par les spirites eux-mêmes, ne soupçonnent certainement pas l'ambiguïté. Si l'on entre réellement en communication avec quelque chose, quelle en est exactement la nature ? Pour les spirites, la réponse est extrêmement simple. Ce avec quoi l'on communique, c'est ce qu'ils appellent improprement des esprits. Nous disons improprement à cause de la présence supposée du périsprit. Un tel esprit est identiquement le même individu humain qui a vécu antérieurement sur la Terre. Et à cela près qu'il est maintenant désincarné, c'est-à-dire dépouillé de son corps visible et tangible. Il est demeuré absolument tel qu'il était durant sa vie terrestre. Ou plutôt, il est tel qu'il serait si cette vie était continuée jusqu'à maintenant. C'est en un mot, l'homme véritable qui survit et qui se manifeste dans les phénomènes du spiritisme. Mais nous étonnerons fort les spirites et sans doute aussi la plupart de leurs adversaires en disant que la simplicité même de cette réponse n'a rien de satisfaisant. Quant à ceux qui auront compris ce que nous avons déjà dit à propos de la constitution de l'être humain et de sa complexité, ils comprendront aussi la corrélation qui existe entre les deux questions. La prétention de communiquer avec les morts dans le sens que nous venons de dire est quelque chose de très nouveau. Et elle est un des éléments qui donne au spiritisme un caractère spécifiquement moderne. Autrefois, s'il arrivait qu'on parlait aussi de communiquer avec les morts, c'est d'une toute autre façon que l'on l'entendait. Nous savons bien que cela paraîtra fort extraordinaire à la grande majorité de nos contemporains, mais pourtant c'est ainsi.
Nous expliquerons cette affirmation par la suite, mais nous avons tenu à la formuler avant d'aller plus loin, d'abord parce que, sans cela, la définition du spiritisme demeurerait vague et incomplète, encore que beaucoup puissent ne pas s'en apercevoir, et aussi parce que c'est surtout l'ignorance de cette question qui fait prendre le spiritisme pour autre chose que la doctrine d'invention toute récente qu'il est en réalité.